Le 12 mars 2012, 4 touristes européens disparurent mystérieusement lors d'une expédition d'écotourisme dans le spectaculaire canyon del Sumidero au Chiapas, Mexique, laissant derrière eux un mystère qui entrait la région pendant plus d'une décennie. Le groupe était composé de Klaus Weber, un géologue allemand de 34 ans passionné de formations rocheuses, Isabelle Moreau, une biologiste française de 29 ans spécialisée dans l'étude des écosystèmes tropicaux, Eric Larsson, un photographe suédois de 31 ans documentant la biodiversité mexicaine, et Sofia Rossi, une journaliste italienne de 27 ans préparant un reportage sur les communautés indigènes du Chiapas. Ils avaient organisé une expédition de 5 jours pour explorer les zones les plus reculées du canyon, accompagnés par leur guide local expérimenté, Miguel Hernandez, un homme de 45 ans connaissant parfaitement les secrets de cette merveille géologique vieille de millions d'années. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Le groupe avait prévu de camper dans une zone isolée du canyon, accessible uniquement par bateau, puis par une randonnée difficile à travers la jungle dense, pour étudier des formations rocheuses uniques et documenter des espèces endémiques rarement observées par les scientifiques. Leur dernier contact avec la civilisation eut lieu le 14 mars via radiosatellite, lorsque Klaus confirma qu'ils avaient établi leur campement de base et qu'ils commenceraient leurs recherches le lendemain matin. Après cette communication, un silence radio total s'installa, et malgré les efforts de recherche déployés par les autorités mexicaines avec l'aide des ambassades européennes, aucune trace du groupe ne fut trouvée pendant des semaines d'investigation intensive dans l'immensité du canyon. 11 ans plus tard, en avril 2023, une découverte extraordinaire bouleverserait tout ce que l'on croyait savoir sur cette disparition et révélerait une vérité plus étrange que toutes les théories qui avaient circulé pendant plus d'une décennie. L'enquête initiale menée par les autorités mexicaines révéla rapidement l'ampleur du défi que représentaient les recherches dans le canyon del Sumidero, un environnement hostile de plus de 1000 mètres de profondeur, où la jungle dense et les falaises vertigineuses créaient un labyrinthe naturel pratiquement impénétrable. Le capitaine Rodriguez, responsable de l'investigation, mobilisa des équipes spécialisées, incluant des plongeurs pour explorer les parties immergées du fleuve Grijalva, des alpinistes pour inspecter les parois rocheuses, et des guides indigènes connaissant les passages secrets utilisés depuis des siècles par les communautés locales. Les recherches aériennes utilisant des hélicoptères militaires équipés de caméras thermiques ne révélèrent aucune trace du campement ou des touristes disparus, la canopée dense de la jungle rendant impossible l'observation depuis les airs. L'analyse des dernières communications radio révéla que le groupe se trouvait dans une zone particulièrement reculée du canyon, connue localement sous le nom de Val Perdido, vallée perdue, un secteur que même les guides les plus expérimentés évitaient en raison de sa réputation de lieu maudit selon les légendes indigènes. Miguel Hernandez, le guide local, était lui aussi porté disparu, ce qui compliquait considérablement l'enquête, car il était le seul à connaître exactement l'itinéraire prévu et les emplacements de campement possibles dans cette région isolée. Les familles des victimes arrivèrent au Mexique pour participer aux recherches, engageant des détectives privés et offrant des récompenses substantielles pour toute information qui pourrait mener à la découverte de leurs proches. L'ambassade allemande coordonna les efforts diplomatiques pour maintenir la pression sur les autorités mexicaines, tandis que les médias européens couvraient extensivement l'affaire, attirant l'attention internationale sur les dangers du tourisme d'aventure dans les régions reculées du Mexique. Malgré l'utilisation de technologies de pointe et l'engagement de centaines de sauveteurs, les recherches furent progressivement réduites après 3 mois d'efforts infructueux, laissant les familles dans l'incertitude la plus totale. Les théories sur leur disparition allaient du simple accident aux enlèvements par des cartels de drogue, en passant par des hypothèses plus fantaisistes, impliquant des phénomènes paranormaux liés aux anciennes croyances mayas de la région. Les années qui suivirent la disparition furent marquées par des efforts persistants des familles pour maintenir l'attention sur l'affaire et continuer les recherches, malgré l'indifférence croissante des autorités mexicaines et les difficultés logistiques de mener des opérations dans une région si reculée et dangereuse.
La famille Weber organisa des campagnes médiatiques en Allemagne, collectant des fonds pour financer des expéditions de recherche privées et maintenant une pression diplomatique constante sur le gouvernement mexicain pour qu'il reprenne l'enquête officielle. Isabelle Moreau's parents créèrent une fondation dédiée à la sécurité des chercheurs en milieu naturel, travaillant avec des organisations internationales pour améliorer les protocoles de sécurité et les systèmes de communication d'urgence dans les zones d'études reculées. Les autorités locales du Chiapas furent critiquées pour leur gestion de l'affaire, certains habitants accusant la police de ne pas avoir pris au sérieux les menaces posées par les groupes criminels opérant dans la région, tandis que d'autres défendaient les efforts déployés dans des conditions extrêmement difficiles. Des théories conspirationnistes émergèrent, suggérant que les touristes avaient été victimes de rituels liés aux anciennes croyances mayas ou avaient découvert quelque chose que certains voulaient garder secret, bien que ces spéculations soient fermement rejetées par les anthropologues spécialisés dans les cultures indigènes. Plusieurs expéditions privées furent organisées par des groupes de volontaires européens, mais elles furent toutes contraintes d'abandonner leurs recherches en raison des conditions climatiques extrêmes, de la dangerosité du terrain et des menaces de sécurité posées par la présence de groupes armés dans la zone. L'affaire devint un symbole des dangers du tourisme d'aventure non réglementé et inspira des changements dans les politiques de voyage de plusieurs pays européens, qui renforcèrent leurs avertissements concernant les voyages dans certaines régions du Mexique. Les médias continuèrent à couvrir l'anniversaire de la disparition chaque année, maintenant l'histoire dans la conscience publique et générant occasionnellement de nouvelles pistes qui s'avéraient invariablement être des fausses alarmes ou des canulars cruels. Le 15 avril 2023, 11 ans après la disparition, une équipe de biologistes de l'Université nationale autonome du Mexique, UNAM, dirigée par le docteur Carmen Valdez, fit une découverte extraordinaire qui relancerait l'enquête et révélerait finalement une partie de la vérité sur le sort des 4 touristes européens. L'équipe menait une étude sur la biodiversité dans les zones les plus reculées du canyon del Sumidero lorsqu'elle découvrit, dans une clairière cachée au cœur de la Val Perdido, un campement intact qui semblait avoir été abandonné récemment malgré les années écoulées. Les tentes étaient encore debout, les équipements scientifiques disposés avec soin et les provisions alimentaires, bien que périmées, étaient soigneusement rangées, comme si leurs propriétaires venaient de quitter les lieux temporairement. L'identification du matériel confirma sans aucun doute possible qu'il s'agissait du campement des touristes disparus. Les étiquettes de bagages, les passeports trouvés dans les tentes et les équipements spécialisés correspondaient exactement aux descriptions fournies par les familles 11 ans plus tôt. Plus troublante encore, les carnets de recherche et les appareils photos contenaient des données et des images datant de plusieurs années après la disparition officielle, suggérant que le groupe avait survécu bien plus longtemps que ne l'avaient supposé les autorités. Les tentes montraient des signes d'occupation prolongée et d'entretien régulier, avec des réparations artisanales et des aménagements qui indiquaient une adaptation à la vie dans la jungle sur une période étendue. Le docteur Valdez contacta immédiatement les autorités, mais demanda également à son équipe de documenter minutieusement la scène avant l'arrivée de la police, pressentant que cette découverte pourrait révéler des informations cruciales sur ce qui était réellement arrivé aux touristes. L'analyse préliminaire des carnets révéla des entrées détaillées sur la faune et la flore locale, mais aussi des références inquiétantes à des observations et des rencontres qui n'étaient pas clairement expliquées dans les notes fragmentaires. La découverte du campement intact après tant d'années souleva immédiatement des questions troublantes. Comment était-il possible que les recherches intensives de 2012 n'aient pas localisé ce site? Et pourquoi le campement semblait-il avoir été maintenu en état pendant des années après la disparition officielle du groupe? L'enquête approfondie qui suivit la découverte du campement révéla une vérité encore plus troublante que ce que les autorités avaient initialement supposé, exposant un mystère qui défiait toute explication rationnelle. L'analyse forensique du site par des experts de Mexico révéla que le campement avait effectivement été occupé de manière intermittente pendant plusieurs années après 2012, avec des preuves d'activité humaine récentes, incluant des cendres de feux de camp datant de moins de 6 mois. Les carnets de recherche, rédigés dans les langues maternelles des différents membres du groupe,
contenait des observations scientifiques détaillées sur des espèces animales et végétales inconnues de la science, ainsi que des descriptions de phénomènes géologiques inhabituels dans la région. Plus troublante encore, les dernières entrées des carnets, datées de 2019, faisaient référence à une découverte extraordinaire qui avait changé leur compréhension de l'écosystème du canyon. Mais les détails spécifiques étaient rédigés dans un code que les experts n'arrivaient pas à déchiffrer. Les appareils photos contenaient des milliers d'images, documentant non seulement la faune et la flore, mais aussi des formations rocheuses inhabituelles et des structures qui semblaient artificielles, mais d'origine inconnue, cachées dans les parties les plus inaccessibles du canyon. L'analyse des métadonnées des photos confirma qu'elles avaient été prises sur une période de plusieurs années, la plus récente datant de décembre 2022, soit seulement 4 mois avant la découverte du campement. Les provisions alimentaires trouvées sur le site incluaient des aliments locaux et des plantes médicinales indigènes, suggérant que le groupe avait appris à survivre en utilisant les ressources naturelles de la jungle, possiblement avec l'aide de communautés locales. L'absence totale des corps des 4 touristes et de leurs guides souleva de nouvelles questions. Étaient-ils encore vivants quelque part dans les profondeurs du canyon, ou avaient-ils rencontré un sort tragique après avoir maintenu leur campement pendant des années? Les autorités lancèrent une nouvelle opération de recherche massive, cette fois concentrée sur la zone entourant le campement découvert, utilisant des technologies plus avancées et des équipes de spécialisées dans l'exploration de grottes et de formations souterraines. L'enquête révéla également que Miguel Hernandez, le guide local, avait des connexions avec des communautés indigènes isolées, qui vivaient dans les parties les plus reculées du canyon, des groupes qui avaient maintenu leurs traditions ancestrales et évitaient tout contact avec le monde extérieur. Les recherches intensifiées dans la zone entourant le campement menèrent à la découverte d'un réseau complexe de grottes et de passages souterrains qui n'avaient jamais été cartographiés, révélant que le canyon del Sumidero cachait des secrets géologiques et archéologiques d'une importance extraordinaire. Les spéléologues qui explorèrent de ces cavités découvrirent des peintures rupestres anciennes, des artefacts précolombiens et des preuves d'occupation humaine remontant à des milliers d'années, suggérant que cette région avait été un site sacré pour les civilisations mayas. Dans l'une des grottes les plus profondes, les explorateurs trouvèrent des équipements modernes appartenant aux touristes disparus, ainsi que des notes détaillées sur leurs découvertes archéologiques, révélant qu'ils avaient mis au jour des vestiges d'une importance scientifique majeure. Les carnets trouvés dans la grotte décrivaient la découverte d'une cité maya inconnue, parfaitement préservée dans les profondeurs du canyon, avec des structures architecturales et des artefacts qui remettaient en question la compréhension actuelle de cette civilisation ancienne. Les photographies prises par Eric Larson documentaient méticuleusement ces découvertes, montrant des sculptures, des codex et des objets rituels d'une beauté et d'une complexité extraordinaires qui auraient révolutionné l'archéologie mésoaméricaine. L'analyse des dernières entrées des carnets révéla que le groupe avait pris contact avec une communauté indigène isolée qui se considérait comme les gardiens de ce site sacré et qui avait initialement accueilli les chercheurs avant de leur demander de garder le secret sur leur découverte. Les notes suggéraient que les touristes avaient accepté de respecter les souhaits de la communauté et avaient décidé de rester dans la région pour étudier le site en collaboration avec les gardiens traditionnels, expliquant pourquoi ils n'avaient jamais tenté de retourner à la civilisation. Cependant, les dernières entrées des carnets, datées de 2022, faisaient référence à des complications et à des décisions difficiles, qui n'étaient pas clairement expliquées, suggérant que quelque chose avait changé dans leur situation. La découverte de ces éléments transforma complètement la nature de l'enquête, qui passa d'une simple recherche de personnes disparues à une investigation complexe, impliquant des questions d'archéologie, de droits indigènes et de protection du patrimoine culturel. Les autorités mexicaines se trouvèrent confrontées à un dilemme. Comment concilier la recherche des touristes disparus avec le respect des droits des communautés indigènes et la protection d'un site archéologique d'importance majeure? La complexité croissante de l'affaire attira l'attention d'experts internationaux en archéologie, anthropologie et droits indigènes,
transformant la recherche des touristes disparus en un cas d'étude multidisciplinaire qui souleva des questions fondamentales sur l'éthique de la recherche scientifique et les droits des peuples autochtones. Le docteur Maria Santos, anthropologue spécialisé dans les cultures mayas contemporaines, fut appelé pour servir d'intermédiaire avec la communauté indigène qui gardait le site. Une tâche délicate qui nécessitait une compréhension profonde des traditions et des croyances locales. Les négociations révélèrent que la communauté, dirigée par un conseil d'anciens, avait effectivement accueilli les 4 touristes et leur guide en 2012, reconnaissant en eux des chercheurs sincères qui respectaient la nature sacrée de leur découverte. Selon les témoignages recueillis par le docteur Santos, les touristes avaient vécu parmi la communauté pendant plusieurs années, contribuant à la documentation et à la préservation du site archéologique, tout en apprenant les traditions et les connaissances ancestrales des gardiens. Cependant, vers 2020, des tensions avaient émergé au sein de la communauté concernant la présence prolongée des étrangers, certains membres craignant que leur présence ne finisse par attirer l'attention du monde extérieur et ne compromettent la protection du site sacré. Les négociations révélèrent également que Klaus Weber était décédé de maladie en 2021, suivi par Miguel Hernandez en 2022, leur décès naturel ayant profondément affecté la dynamique du groupe et la relation avec la communauté d'accueil. Les 3 survivants, Isabelle, Eric et Sophia, avaient apparemment pris la décision de quitter la communauté au début de 2023, mais leur sort exact restait incertain, les anciens refusant de révéler plus de détails sur leur départ. Le docteur Santos découvrit que la communauté avait maintenu le campement original comme une sorte de mémorial et de point de contact au cas où les autorités viendraient enquêter, expliquant pourquoi il avait été trouvé dans un état si remarquablement préservé. Les négociations pour obtenir plus d'informations sur le sort des 3 survivants furent compliquées par les préoccupations légitimes de la communauté concernant la protection de leur site sacré et leur mode de vie traditionnel. Les autorités mexicaines se trouvèrent dans une position délicate, devant équilibrer les demandes des familles européennes pour des réponses sur le sort de leurs proches, avec le respect des droits des peuples indigènes et la protection d'un patrimoine archéologique d'importance mondiale. Après des mois de négociations délicates et de construction de confiance, la communauté indigène accepta finalement de révéler le sort des 3 survivants, à condition que leur site sacré soit officiellement protégé et que leur autonomie soit respectée par les autorités mexicaines. Les anciens révélèrent qu'Isabelle Moreau, Eric Larson et Sophia Rossi avaient quitté la communauté en février 2023, emportant avec eux une documentation complète de leurs découvertes archéologiques et l'engagement de respecter le secret sur l'emplacement exact du site. Selon les témoignages, les 3 survivants avaient l'intention de retourner progressivement à la civilisation, mais voulèrent d'abord s'assurer que leur réapparition soudaine ne compromettrait pas la sécurité de la communauté qui les avait protégés pendant plus d'une décennie. Les anciens fournirent des informations sur la route que les 3 survivants avaient l'intention de prendre, une série de sentiers ancestraux qui les mèneraient vers des communautés plus connectées au monde extérieur, d'où ils pourraient établir un contact contrôlé avec les autorités. Une équipe de recherche spécialisée, accompagnée de guides indigènes et du docteur Santos, fut organisée pour suivre cette route et tenter de localiser les 3 survivants, une mission qui s'avéra être un défi logistique considérable dans le terrain accidenté du canyon. Après 2 semaines de recherche intensive, l'équipe découvrit des traces récentes de passages humains et finalement localisa les 3 survivants dans un village isolé où ils s'étaient arrêtés pour se reposer et planifier leur retour progressif à la société moderne. La rencontre fut émotionnelle et complexe. Isabelle, Eric et Sophia étaient physiquement en bonne santé mais profondément changés par leur expérience de plus d'une décennie dans la jungle, ayant développé une perspective unique sur la vie, la science et leur relation avec la nature. Ils expliquèrent qu'ils avaient initialement tenté de retourner à la civilisation en 2012, mais s'étaient perdus dans la jungle avant d'être secourus par la communauté indigène, qui les avait soignés et progressivement intégrés dans leur mode de vie. Au fil des années, ils avaient développé des liens profonds avec leurs hôtes et avaient contribué de manière significative à la documentation
et à la préservation du site archéologique, se sentant investis d'une mission de protection de ce patrimoine unique. Leur décision de rester si longtemps avait été motivée par un mélange de circonstances pratiques, d'engagement scientifique et de respect pour la communauté qui les avait sauvés. Mais la mort de leurs compagnons et les changements dans la dynamique communautaire les avaient finalement poussés à chercher un moyen de retourner au monde extérieur. Le retour des 3 survivants à la civilisation après plus d'une décennie d'absence créa un phénomène médiatique international et souleva des questions complexes sur l'éthique scientifique, les droits indigènes et la responsabilité des chercheurs envers les communautés qui les accueillent. Isabelle Moreau, Erik Larsson et Sophia Rossi furent d'abord hospitalisés pour des examens médicaux complets, révélant qu'ils étaient en remarquable bonne santé physique malgré leur long séjour dans la jungle, témoignant de leur adaptation réussie à un mode de vie traditionnel. Leurs familles, qui avaient maintenu l'espoir pendant 11 années difficiles, furent submergées par l'émotion de ces retrouvailles inattendues, mais durent aussi s'adapter au fait que leurs proches avaient été profondément transformés par leur expérience extraordinaire. Les 3 survivants insistèrent pour que leur réapparition soit gérée de manière à protéger la communauté indigène qui les avait sauvés, refusant de révéler l'emplacement exact du site archéologique et travaillant avec les autorités pour établir des protocoles de protection. Leur documentation scientifique des découvertes archéologiques, accumulée sur plus d'une décennie, représentait une contribution majeure à la compréhension de la civilisation maya. Mais ils insistèrent pour que toute publication soit faite en collaboration avec la communauté gardienne et dans le respect de leurs traditions. Le gouvernement mexicain, reconnaissant l'importance exceptionnelle de la situation, établit un protocole spécial pour la protection du site et la reconnaissance des droits de la communauté indigène, créant un précédent important pour la gestion des découvertes archéologiques sur les territoires autochtones. Les 3 survivants devinrent des ambassadeurs pour une nouvelle approche de la recherche scientifique, qui privilégie la collaboration avec les communautés locales et le respect des connaissances traditionnelles, transformant leur expérience personnelle en un modèle pour l'éthique de la recherche. Leur histoire inspira des changements dans les protocoles de sécurité pour les expéditions scientifiques, avec de nouveaux requirements pour la communication d'urgence et la coordination avec les autorités locales, tout en respectant l'autonomie des communautés indigènes. L'affaire eut également un impact sur la législation mexicaine concernant la protection des sites archéologiques et les droits des peuples autochtones, établissant de nouveaux standards pour la collaboration entre chercheurs internationaux et communautés locales. Les médias internationaux couvrirent extensivement leur histoire, mais les 3 survivants utilisèrent cette attention pour sensibiliser le public aux questions de conservation, de droits indigènes et de recherche éthique, transformant leur expérience personnelle en un plaidoyer pour un changement systémique. Aujourd'hui, plus d'une décennie après leur disparition initiale et plusieurs années après leur retour à la civilisation, l'histoire d'Isabelle Moreau, Erik Larsson et Sophia Rossi continue d'influencer la recherche scientifique, la protection des droits indigènes et notre compréhension de la relation entre science moderne et sagesse traditionnelle. Les 3 survivants ont établi une fondation internationale dédiée à la promotion de la recherche collaborative avec les communautés indigènes, finançant des projets qui respectent les connaissances traditionnelles, tout en contribuant à l'avancement scientifique. Leur documentation du site archéologique maya, publiée en collaboration avec la communauté gardienne, a révolutionné la compréhension de cette civilisation ancienne et établi de nouveaux standards pour la recherche archéologique éthique. Le canyon del Sumidero est devenu un modèle de conservation collaborative, où la protection de l'environnement et du patrimoine culturel est assurée par un partenariat entre autorités gouvernementales, communautés indigènes et chercheurs internationaux. La communauté qui avait sauvé et protégé les touristes disparus a obtenu une reconnaissance officielle de ses droits territoriaux et de son rôle de gardienne du site archéologique, établissant un précédent important pour la reconnaissance des droits autochtones au Mexique. Les protocoles de sécurité développés en réponse à cette affaire ont été adoptés par des institutions de recherche dans le monde entier, améliorant la sécurité des expéditions scientifiques tout en respectant les droits des communautés locales.
L'histoire des survivants a inspiré une nouvelle génération de chercheurs qui privilégient la collaboration interculturelle et l'éthique dans leurs travaux, transformant la façon dont la science est pratiquée dans les régions où vivent des peuples autochtones. Le site archéologique découvert par les touristes reste protégé et accessible uniquement aux chercheurs autorisés par la communauté gardienne, servant de modèle pour la gestion collaborative du patrimoine culturel mondial. Isabelle, Eric et Sophia continuent leur travail de recherche et d'advocacy, utilisant leur expérience unique pour promouvoir une approche plus respectueuse et collaborative de la science, tout en maintenant des liens étroits avec la communauté qui leur a sauvé la vie. Leur histoire démontre que même dans les circonstances les plus extraordinaires, la coopération entre cultures différentes peut mener à des découvertes remarquables et à une compréhension plus profonde de notre monde commun. L'héritage de leur expérience vit dans chaque projet de recherche collaborative, chaque protocole de sécurité amélioré et chaque initiative de protection des droits indigènes qui s'inspire de leur histoire extraordinaire de survie, de découverte et de respect mutuel entre les peuples.